pour demain. Pour cela, j'invite à venir me rejoindre sur scène Baptiste Andrieux, Anne Le Gallic, Anne-Sophie Jiménez et Cédric Seguino. Mesdames, Messieurs, bonjour, venez prendre place. Bonjour. Installez-vous, placement libre. Mesdames, bonjour, bienvenue. Parfait. Allez, je commence par un petit mot de présentation. Anne Le Gallic, bonjour. Prenez un micro. Vous êtes conseillère maraîchage au sein de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne et animatrice de l'Open Lab maraîchage dans le projet Occitanum. C'est ce qu'on va découvrir avec vous tout à l'heure. À vos côtés, il y a Cédric Seguino. Bonjour. Bonjour. Directeur de Robagri et du Grand Défi de la robotique agricole, programme qui a débuté en 2023 dans le cadre de France 2030 et qui possède évidemment des accointances avec le projet FAN. On va y revenir. Je poursuis avec Anne-Sophie Jiménez, cofondatrice et présidente de Weedit.fr. Bonjour. Bonjour. Weedit est une société spécialisée dans l'immersive learning. On verra avec vous comment ça marche et à quoi ça sert. Et enfin, je termine avec Baptiste Andrieux. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes le président de Canopé, société d'investissement spécialisée dans le secteur agricole et agroalimentaire. On va parler avec vous des enjeux et des freins dans la formation agricole. Et d'ailleurs, je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet avec vous. Canopé investit dans du capital développement sur le thème de la résilience alimentaire. Vous donnez aussi des cours. Il y a des fortes attentes de la part de la société envers le monde agricole. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les enjeux de la formation que vous avez constatés pour le monde agricole d'aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Peut-être juste en introduction. Donc, nous, on est investisseurs. Là, on lance un nouveau véhicule, 80 millions d'euros, pour justement accompagner ce que disait Monsieur le Vice-président, les sujets de souveraineté alimentaire, de résilience alimentaire, notamment sur les filières en tension. Et vous l'avez très bien dit, Président, il y a beaucoup de filières en tension aujourd'hui en France et sur le territoire en Occitanie. Et il y a aussi une évolution du profil du monde agricole. Les agriculteurs font face à tous les chocs climatiques, sociaux, économiques, écologiques. Et dans ce cadre-là aussi, l'enjeu de l'innovation et de la formation, il est central dans la façon dont on aborde le sujet. Parce que l'agriculteur étant un gestionnaire du vivant, donc un gestionnaire de la complexité, en plus avec des éléments agroclimatologiques qui fait que les modèles agricoles vont évoluer. Il aménage les territoires, il produit des énergies renouvelables et donc du coup l'enjeu de la formation il est central aussi dans l'accompagnement de ces nouvelles générations et c'est aussi pour ça que c'est un point qui est important dans la LOA qui a été présentée le 24 mars dernier. Donc c'est un point qui est central pour nous en tant qu'investisseurs. D'accord, vous nous dites qu'en fin de compte, les agriculteurs, ce sont devenus carrément des petits patrons, des entrepreneurs. Non, mais en fait, ce sont des entrepreneurs. On est passé d'une agriculture où on se centrait sur une compréhension simple de la production à une agriculture de la connaissance aussi, où ils manient de la donnée, ils manient de la complexité. Et ça peut passer que par l'axe aussi de la formation des nouveaux agriculteurs, des agriculteurs en cours, avec cette ambition très forte d'augmenter de plus 30% par rapport à 2022 la formation des agricultrices et des agriculteurs. Donc nous, en tant qu'investisseurs, c'est un point central. Il y a même des fonds qui conditionnent d'ailleurs la rémunération de leur crédit, par exemple sur des fonds de dette, à la formation. C'est-à-dire que les taux sont moins élevés s'il y a la formation. Mais on l'a vu apparaître récemment. Est-ce que ça veut dire que le modèle un peu old school des petites exploitations agricoles, il va disparaître ? Non, enfin, nous, je n'opposerai jamais les modèles. En fait, je pense que la diversité, c'est quand même le secret de la robustesse aujourd'hui. Donc, il n'y a pas l'agriculture familiale contre les autres agricultures. Je pense qu'il y a de l'agriculture qui doit s'adapter en fonction des territoires. Donc, il y a relocaliser certaines productions qui ne le sont plus, mais il y a aussi se préoccuper d'investir et d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, la robustesse aussi du système alimentaire, ça passe par la robustesse du maillon le plus faible et pour ça il faut être capable de structurer sa distribution, sa logistique, sa transformation. Donc nous c'est plutôt dans ça qu'on investit et aussi du coup qu'il y ait un retour à la terre de l'ensemble de cette filière structurée jusqu'à l'agriculteur, l'agricultrice pour qu'il puisse avoir un fonctionnement périn de sa structure d'exploitation agricole. Donc il n'y a pas de logique d'opposition, même si voilà, vous pourrez regarder ce que dit le professeur François Purseigle sur l'évolution sociologique du monde agricole. Oui, il y a une recomposition, mais ce n'est pas une recomposition dans l'opposition.
Je vais vous faire réagir tout à l'heure sur les freins que vous constatez en matière de formation, mais auparavant, j'aimerais bien avoir l'avis d'Anne-Sophie Giménez justement sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec Baptiste? En fait, aujourd'hui, on est face à un défi, c'est qu'effectivement, le monde agricole se transforme très rapidement. Et on a un angle mort aujourd'hui, c'est qu'en face, on a une formation qui n'arrive pas à suivre en fait, le rythme. Mais ce n'est pas que le cas de l'agriculture. Hein. D'ailleurs, on le voit dans les autres secteurs qu'on accompagne, que ce soit l'industrie ou la santé, on a exactement les mêmes sujets. Et on a un vrai angle mort, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté de transmission des savoirs. Mais en fait, on entraîne assez peu finalement les agriculteurs. Or, c'est là que s'ancre la compétence et qu'on arrive à avoir des gens opérationnels sur le terrain dans une situation professionnelle donnée. Donc oui, effectivement, l'enjeu de la formation, il est majeur, surtout dans des environnements où sociologiquement, on était plutôt aujourd'hui dans de la transmission de parents à enfants, et donc où finalement les jeunes étaient formés par leurs parents, sauf que ce qu'auront appris leurs parents est désormais bien obsolète par rapport aux défis auxquels sont confrontés les enfants. Alors, votre credo à vous, c'est de dire que l'apprentissage doit se faire par la pratique, et donc vous fournissez des simulateurs. Explique-nous comment ça marche et à quoi ça sert. En fait, le point de départ, c'est la pédagogie, toujours. C'est pas la technologie. Hein. En fait, le sujet, c'est de se dire quelle est la compétence, quelle est la situation professionnelle à laquelle on veut préparer la personne, que ce soit un médecin, un agriculteur, un technicien, peu importe. Mais en tout cas, voilà, à quoi on doit le préparer. Une fois qu'on a stabilisé ça avec les sachants, hein, on ne le fait pas tout seul, eh bien on développe un environnement dans lequel on va faire en sorte que cette personne pourra mettre en œuvre ses compétences. Dans le cadre de l'agriculture, par exemple, nous, ce qu'on développe dans FAN, là, c'est en fait un environnement dans lequel il va apprendre à visualiser l'invisible, c'est-à-dire des données, à travers finalement des sortes de lunettes pour pouvoir prendre des décisions d'irrigation pertinentes, etc. On l'a fait aussi précédemment sur la taille de la vigne. Et donc, vu de l'apprenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est face à un écran ou il est dans un écran via un casque de réalité virtuelle et un petit peu comme dans un jeu vidéo, il est confronté à des situations dans lesquelles auxquelles il doit réagir. Et pendant qu'il fait cela, nous, on va capter les données qu'il génère, ses gestes, la séquence de gestes, sa spatialisation, etc., pour pouvoir soit faire évoluer la situation par rapport à son comportement, soit tout simplement pour lui donner un feedback et pour donner un feedback à son professeur, par exemple. Et donc, d'entraînement en entraînement, pouvoir progresser et acquérir la compétence. Alors, par exemple, ça peut se faire sur quel geste? La taille de la vigne? La taille de la vigne, c'est celui sur lequel on a longtemps travaillé avec l'école d'ingénieurs de Purpan et la société Mainbus, qui est aussi représentée, où effectivement, en fait, les apprenants apprennent d'abord la physiologie de la plante, savoir de quoi je parle, savoir le cycle végétatif de la plante, et puis ensuite, ils sont confrontés, en fonction de la région, à la taille Chablis en Champagne, par exemple. Et il y a même un module de concours de taille qu'on utilise lors des salons WorldSkills, par exemple, en Suisse, en Espagne, on est en train de le faire, pour que les jeunes aussi soient attirés. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Donc finalement, c'est comme s'ils jouaient à Gran Turismo, les jeux de voitures, là. Sauf que là, c'est pour tailler la vigne. Et ça reprend les codes aussi du concours de taille, qui en Champagne, par exemple, est un rituel. C'est plus important que le bac, là-bas, le concours de taille. Voilà, donc on essaye aussi de s'inscrire dans les codes des nouvelles générations pour faciliter l'adhésion et le développement de compétences, in fine. D'accord, un petit peu de gamification pour attirer les jeunes, on va y revenir tout à l'heure. De quelles compétences aura besoin, selon vous, demain, le monde agricole? Alors, moi je suis data scientist, donc forcément je vais parler des données, parce que je pense qu'on est dans un monde où tous collectivement génèrent de plus en plus de données, hein, depuis 20 ans, depuis l'apparition des smartphones. Mais ça, c'était la première génération. Moi, j'ai aussi travaillé longtemps chez Orange sur l'IoT. Donc, les bâtiments génèrent de la donnée, mais maintenant, les capteurs, les engins. Donc, il va falloir savoir travailler, copiloter avec la donnée.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau, je pense, dans ce monde-là, parce que ça veut dire que très rapidement, il faut savoir déléguer à l'IA, par exemple, mais toujours garder en tête que c'est nous qui prenons la décision avec notre expertise et nos connaissances et notre éthique. Très bien, alors vous parlez de la donnée, il y a aussi la robotique qui est un enjeu fort. Et justement, ça nous amène à Cédric Seguineau, directeur du Grand Défi de la robotique agricole. Peut-être tout d'abord revenir avec vous sur RobAgri, où est-ce qu'on en est de ce projet ? Oui, bonjour. Donc RobAgri, c'est une association nationale avec un fonctionnement interprofessionnel. L'enjeu de l'association, qui a été créée en 2017, c'est de promouvoir globalement la robotique sur les territoires en France. Non pas vendre la technologie pour vendre la technologie, mais bien voir comment ce type de nouvelle technologie permet d'accélérer les transitions. Il y a des constructeurs, des équipementiers, fournisseurs de services, fournisseurs de composants, mais également les instituts de recherche, les instituts techniques agricoles, les centres de formation. On a rejoint RobAgri il n'y a pas longtemps, et des têtes de réseau représentant des utilisateurs. Extrêmement important, c'est un collège qui est en grand développement. On va retrouver dedans le réseau des CUMA, le réseau des entrepreneurs des territoires, des distributeurs et des groupes coopératifs. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la robotique a longtemps été quelque chose qui se développait entre roboticiens, avec une offre robotique qui était poussée. Et désormais, ce qu'on observe avec le développement de ce dernier collège, c'est l'intérêt des utilisateurs qui commencent à tirer par le besoin et qui rentrent dans l'association pour essayer de trouver de la ressource manquante. On parlera de la formation tout au long de la matinée, mais voilà, globalement, aujourd'hui, l'association a un barycentre qui se déplace petit à petit vers l'utilisation de la robotique. Ouais. Alors peut-être une question de néophyte, mais pourquoi la robotique elle est pertinente justement pour la formation et pour le métier d'agriculteur ? Alors, la robotique au sens large aujourd'hui, il y a plusieurs promesses. Ce qu'on a pu observer dans les différentes enquêtes qu'on a pu mener, les ateliers, c'est que globalement, en fonction des filières de production, il y a différentes attentes. Il y a quand même quelques grands invariants qui apparaissent, notamment, premier enjeu, la plupart du temps qui ressort, c'est comment est-ce que l'on gère lorsqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on va être en capacité, sur certaines opérations, de la récolte par exemple, ou d'autres opérations, de faire sans plus personne qui se présente, sans saisonnier, il y a une pénurie de main-d'œuvre sur plusieurs filières. Le deuxième grand enjeu qui est identifié, c'est la réduction de la pénibilité. Pareil, un enjeu social. Un robot va faire la tâche pénible à la place de l'agriculteur. Ça va permettre de diminuer un petit peu les enjeux d'exposition au risque chimique, au risque mécanique. S'il est loin de la machine, il y a moins de risque de se blesser, très clairement. Et également, tout ce qui va être port de charges lourdes, manutention, tous les enjeux en fait, qui vont créer ce qu'on appelle des TMS, qui peuvent créer des blessures. Tout ça, en fait, on éloigne l'agriculteur de ce risque-là et de cette source de souffrance. Donc ça, c'est des enjeux sociaux. Il y a également des besoins qui sont identifiés plus avec une logique agroécologique. Comment est-ce qu'on met en place des nouvelles pratiques qui vont nécessiter effectivement plus de données, mais également une meilleure connaissance des plantes, et puis la capacité d'aller traiter plante à plante, d'aller apporter le juste traitement, la juste dose sur la bonne plante en fonction du besoin. Et pour ça, en fait, si on veut passer à l'échelle et être en capacité de gérer des systèmes complexes, puisqu'on est en train de dire qu'on va traiter plante à plante et non plus parcelle par parcelle, on a besoin d'un assistant robotique qui est en capacité de démultiplier la force de travail de l'agriculteur. Donc on n'est pas en train de dire que le robot est là pour standardiser et industrialiser les champs, mais bien dans une logique d'accompagner pour faire des choses plus complexes, plus pertinentes vis-à-vis du besoin des plantes et déployer de nouvelles pratiques. Donc un enjeu agroécologique. Il y a également des enjeux économiques, réduction des intrants. On peut mécaniser et automatiser des opérations qui aujourd'hui sont réalisées à l'aide d'intrants chimiques. Donc un enjeu économique. Et enfin, le dernier enjeu, c'est également l'attractivité, parce qu'effectivement, dans une logique aujourd'hui de transmission, il y a beaucoup de projets de modernisation
de fermes et les générations qui partent à la retraite qui s'interrogent sur comment globalement rendre leurs fermes plus attractives pour les nouvelles générations. Et là, il y a un enjeu également donc, de moderniser quelque part l'outil agricole. Très bien, on va revenir sur les freins avec vous tout à l'heure également en deuxième partie. On va poursuivre avec Anne Le Gallic. Anne, je rappelle que vous êtes conseillère maraîchage au sein de la Chambre d'agriculture. Alors, vous n'êtes pas sur la robotique, mais vous êtes sur un autre type d'innovation avec la sonde capacitive. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est normal, ce n'est pas mon métier. Moi non plus, au départ. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu ce projet Occitanum et ce que vous y faites. Alors, Occitanum, donc, c'est un projet qui dure 8 ans, donc 2020-2028, qui vise à développer les outils numériques pour accompagner la transition agroécologique en Occitanie. Donc, Occitanie, Occitanum. Donc, c'est un projet qui est piloté par l'INRAE et qui est financé par la Banque des Territoires et la région Occitanie. Donc, c'est un projet qui rassemble de multiples partenaires. Donc, on est entre 40 et 50 partenaires. Il y a les agriculteurs, les utilisateurs, il y a la recherche, l'enseignement, les entreprises de l'AgTech et aussi les instituts comme nous, comme la Chambre d'agriculture. Donc, en fait, on est organisé en filière, en Open Lab. Donc, un Open Lab, c'est un laboratoire vivant, un laboratoire ouvert. En fait, on va partir des besoins du terrain, on va partir des besoins des utilisateurs et on va faire intervenir tous les acteurs pour accompagner ces innovations. Donc, moi, je suis animatrice de l'Open Lab depuis 2023. Donc, cette année-là, il y avait eu un sondage au printemps qui nous avait permis d'identifier en fait les besoins du terrain. Donc, on a recueilli les besoins des agriculteurs qui disaient qu'ils souhaitaient un accompagnement au pilotage de l'irrigation, notamment avec ce qu'on appelle les sondes capacitives, donc, qui mesurent l'humidité du sol. Mais par contre, un frein important à l'équipement avec ces outils, c'était le coût. Voilà, une sonde, c'est environ 1 500 € plus un abonnement annuel pour être accompagné. Donc, on a décidé de partir sur un outil low-tech que je vais vous montrer. Vous êtes venu avec, je crois. La Pilotech. Ouais. Donc, c'est un petit boîtier qu'on fait fabriquer par les agriculteurs. Donc, on leur fournit... On leur fournit cette antenne avec ce boîtier qui va être relié à Internet. Et eux, ils vont fabriquer donc, cette sonde capacitive qui vaut à peu près une centaine d'euros, 130 pour ça. Donc on est bien loin des tarifs du commerce. Donc au départ, voilà, on a des kits, ça ressemble à peu près à ça. Et à la fin, ils repartent avec un outil comme ceci dans le boîtier pour mesurer l'humidité de leur sol. Voilà, donc ça c'est le système qui avait été mis au point. Donc au départ, ça a été mis au point en 2023 dans le cadre d'un projet qui s'appelle UBIS et d'une thèse donc, portée par Paul Vendôme avec la participation de Simon Moinard. Donc Simon Moinard, là aujourd'hui, il est à l'Institut Agro de Montpellier et il s'occupe du Mobilab, donc qui est un grand soutien de mes missions, puisque c'est lui qui m'a appris finalement à faire ça. Alors, quel premier retour vous avez alors voilà, justement, au niveau des premiers retours, donc, on a mis en place à la Chambre d'agriculture une formation qui n'existait pas avant. En 2024, on a commencé à former des agriculteurs à l'autoconstruction de cet outil. Alors, il y a des tutoriels librement accessibles en ligne, mais voilà, c'est quand même assez complexe. Donc, on a mis en place cette formation et aujourd'hui, entre les sessions de 2024-25 et les premières de 2026, on est à une trentaine d'agriculteurs qui sont formés pour fabriquer et utiliser cet outil. Tous ne l'utilisent pas encore. Voilà. Ils apprennent à le fabriquer, mais pour l'instant, il n'y a pas encore... Ils apprennent à le fabriquer et à l'utiliser. Alors, en 2025, j'ai fait un suivi sur le terrain avec un mix individuel. J'allais sur chaque exploitation pour les aider à l'installation. Et en collectif, donc avec un groupe WhatsApp où ils peuvent échanger. Et à la fin de l'année, on devait faire une réunion retour d'expérience qui a été décalée en début d'année pour faute de financement de la formation. Voilà. Et donc, au niveau des retours d'expérience, donc, comme c'est un matériel qui est quand même complexe, il y a des freins un peu à tous les niveaux. Donc, il y a des freins au niveau du protocole d'installation,
Tout ce qui est fabrication, c'est OK, on le fait en formation. Mais au niveau protocole d'installation, une fois qu'ils sont sur leur exploitation, il peut y avoir des freins liés aussi à l'interface de visualisation des données. En fait, ils vont avoir un tableau de bord sur Internet où ils vont pouvoir voir l'évolution des courbes d'humidité. Donc là, ils vont savoir s'ils sont dans la zone de confort hydrique pour la plante ou s'ils en sortent et à ce moment-là, ils se disent je vais déclencher une irrigation. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de leur permettre d'avoir un outil d'aide à la décision pour qu'ils sachent quand ils doivent irriguer, quand ils doivent arrêter. Voilà. Ainsi, ils vont avoir une meilleure gestion de leurs ressources en eau. Au niveau des freins, il y a aussi la connectivité. Ce n'est pas toujours simple d'installer ce matériel-là et d'avoir une connexion Internet durable. Et si ça tombe en panne, ils arrivent à réparer? Si ça tombe en panne, le fait qu'ils l'aient fabriqué eux-mêmes, déjà, c'est un gros atout. Et on s'appuie également sur leurs compétences parce qu'ils sont très bricoleurs. Les agriculteurs se débrouillent bien tout seuls. Mais voilà, moi, je suis là en support pour les accompagner à distance ou sur place. Donc voilà, si ça tombe en panne, vu qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes, ils savent aussi trouver les bugs. Ils connaissent l'architecture du système, donc s'il y a un problème, ils peuvent déjà aller voir la pile. Souvent, c'est la pile qui ne fonctionne plus, la connexion Internet, voilà, un problème d'humidité qui est rentré dans les systèmes électroniques, parce que ça a beau être un capteur d'humidité, ça n'aime pas l'humidité. Alors, au final, vous avez quelques années d'expérience sur ce projet-là. Qu'est-ce que, finalement, vous avez appris en termes de pédagogie par rapport à ce public d'agriculteurs et cette sonde? Alors déjà, au niveau du public, au départ, on était parti sur les maraîchers en Haute-Garonne. Voilà, c'était ma mission de départ. Et en fait, très vite, on s'est aperçu qu'on intéressait au-delà du département et au-delà de la filière maraîchage. Donc, j'ai des agriculteurs, en fait, dans le Tarn-et-Garonne, dans l'Aveyron, dans l'Ariège. Voilà, on a dépassé les frontières. Et j'ai des profils aussi très variés, des jeunes qui s'installent, des retraités ou presque retraités, ou des personnes en reconversion. Donc ça tombe bien, j'ai des ingénieurs télécoms reconvertis en agriculture. Donc eux, ils sont très à l'aise avec ce type de matériel. Donc un public très varié. Donc en fait, au départ, la formation, j'étais un jour en salle. Et on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. Donc cette année, je rajoute une demi-journée supplémentaire sur le terrain en collectif pour voir comment concrètement on installe. Il faut améliorer aussi les protocoles, simplifier les protocoles parce que ils ont beaucoup d'autres choses à faire et à penser. Oui, ça se rajoute malheureusement à leur quotidien. Voilà, c'est un outil qui demande quand même du temps pour se l'approprier. Donc s'il y a trop de freins, ils vont le laisser de côté. On le voit. Donc rajouter du terrain et du collectif. Je vais faire réagir Baptiste justement sur cette expérience-là. On voit que finalement la formation c'est important, mais derrière il faut aussi l'adhésion des professionnels dans l'utilisation quotidienne. Ah, mais tout à fait. Nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à l'innovation. Il y a le sujet de l'adhésion technologique. Il y a eu aussi peut-être des fois des approches trop technocentrées et du coup, ça ne répond pas aux besoins des agriculteurs. Il y a le coût d'adhésion parce qu'en fait, c'est quand même des investissements qui peuvent être importants pour eux et ils sont dans un contexte où la marge est quand même assez restreinte quand on gère de la production agricole. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, on a un véhicule aussi d'amorçage et d'innovation. On investit dans des technologies sur le secteur agricole et on voit bien qu'il y a quand même une difficulté d'appropriation de l'innovation pour une raison de coût. Et d'ailleurs, c'est, je pense, à mon avis, un des principaux freins au-delà de former ou d'être sensibilisé à ça, parce que les agriculteurs, ils ont quand même bien conscience aussi que dans un contexte où la connaissance elle est importante et que la transition écologique ou même sociale via la simplification. D'ailleurs, il y a des innovations dans les sujets administratifs qu'il faut regarder. Mais ce coût d'appropriation, il est quand même très important et je pense que ces initiatives low-tech sont très intéressantes, je trouve, à développer, à déployer parce que ça leur rend quand même beaucoup plus accessible et ça répond aussi quand même à un besoin des agriculteurs. Alors ça, c'est les freins. Comment on arrive à lever ces freins ? Par rapport Par rapport aux formations générales, pour essayer d'arriver Par rapport à la formation ? Oui. Alors, plusieurs choses pour lever le frein de la volonté de se former. Nous, aujourd'hui, ce que j'ai encore hier, là, on échangeait avec des investisseurs, là,
qui lancent un véhicule de fonds de dette aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prêter à des projets agricoles. Et en fait, ils ont conditionné leur crédit à des actes de formation. Donc, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'en fait, il y a une réduction du risque s'ils mettent en place un protocole de formation, notamment sur le sujet de la transition. Parce qu'il y a quand même un risque de transition aujourd'hui quand vous transitez vers un nouveau modèle, vous transitez vers quelque chose de plus complexe. Et le sujet de la formation, même si l'expérience est des uns et des autres, et l'expérience cumulée aussi en échangeant avec d'autres agriculteurs et tout, le fait de mutualiser la formation ou de se former sur l'implantation d'une nouvelle culture, la diversification sur son exploitation agricole de nouvelles cultures, ou la mise en place de nouveaux modèles en agroforesterie, etc. En fait, le fait de se former, d'acquérir un bagage technique, ça permet aussi de s'assurer que la transition ou l'évolution du modèle, elle se fait de façon beaucoup plus sécurisée. Et ça, c'est un point, je pense, qui est important. Mais la formation, voilà, on a parlé en agroécologie, mais la formation en gestion, elle est importante, sur les sujets administratifs aussi. Voilà, tout ça, ça se regarde de façon très systémique, je pense. Est-ce que vous avez une vision de comment les choses vont pouvoir évoluer sur le sujet ? Aujourd'hui, je crois que c'est à peine 20% des agriculteurs qui se forment, il me semblait. Oui, il y a de la marge encore. Des derniers chiffres que j'ai regardés. Et sur l'offre de formation, 50% est bénéficient de la formation en ligne. Donc nous, par exemple, on a accompagné une entreprise qui avait Ecosystème, qui fait la formation en ligne d'agriculteurs à l'agroécologie. Donc c'est intéressant. Ils forment aussi des techniciens agricoles, des personnes dans les coopératives agricoles, etc., dans les chambres. Et en fait, donc il y a un accès à la fois en ligne de la formation qui permet de le faire à distance, mais dans une communauté de personnes qui se retrouvent en même temps. Et après, il y a de la présence terrain qui se couple. Et l'hybridation de ces modèles, je trouve qu'elle est assez maligne aujourd'hui pour accélérer aussi l'efficience de la formation. Parce qu'il y a aussi beaucoup de formations en ligne qui peuvent se faire et où en fait il y a soit de l'abandon, soit il n'y a pas d'effet sur le terrain. Donc en fait, je trouve que la bonne intelligence, le bon sens paysan, en fait, c'est l'hybridation aussi des canaux, quoi. Cet aspect multicanal à la fois sur du digital, sur du physique, sur des rencontres entre les gens, parce que quand même on est un peuple de la parole et un peuple social, quoi. Donc le fait de faire des rencontres et d'échanger, c'est quand même aussi un axe important. Et là, typiquement, je parle de cette entreprise qui a d'ailleurs été soutenue, je ne sais pas s'ils sont là, par la Banque des Territoires et qui a investi dans cette entreprise-là. Et voilà, ça c'est intéressant, je trouve, comme approche. Alors, je vois Anne-Sophie acquiser. L'accès à la connaissance aussi, je vois qu'Henri est présent. Voilà, le fait de donner accès à la connaissance aussi aux agricultrices, aux agriculteurs sont des leviers, je pense, très importants, quoi. Alors, on aura des témoignages d'agriculteurs dans la deuxième table ronde. Mais Anne-Sophie, je voudrais vous faire réagir parce que je vois que vous acquisiez quand on parlait de bon sens paysan. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la clé ? Et puis, aujourd'hui, comment on arrive justement à accompagner ces évolutions de la formation ? En fait, ça me faisait penser, parce que l'hybridation dans la pédagogie, pour moi, c'est un prérequis. Parce qu'il y a la question des styles d'apprentissage qui est longuement débattue, mais au-delà de ça, notre cerveau, il est multiple, il est complexe, donc on a besoin d'entendre plusieurs fois la même information sous diverses formes. Et donc c'est à ça que fait appel l'hybridation. Et ça me faisait penser à... nous, on est assez actifs dans le domaine de la santé aussi. Et pour former les aides-soignantes, les infirmières, surtout sur des logiques de reconversion d'ailleurs, il y avait une réticence initiale des professionnels à digitaliser, à former à distance. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour attirer, il fallait se rendre plus disponible et faire appel à la digitalisation et à la gamification. Voilà. Et donc, je pense qu'on est dans ces sujets-là. Et après, effectivement, il y a la question du taux de décrochage auquel vous faisiez mention. Oui, on ne peut pas laisser un apprenant tout seul face au digital. Il faut créer des communautés d'apprentissage. Enfin, après, moi, je ne suis pas une experte de la pédagogie. Il y en a d'autres dans la salle, là, qui sont beaucoup plus experts que moi. Mais par contre, je les écoute beaucoup. Donc, c'est ce qui me permet de vous dire ça aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, vraiment, il faut penser à un système complet d'accompagnement, de formation tout au long de la vie qui passe par énormément de points de proximité. C'est comme un parcours client, un parcours apprenant, ça se dessine dans le temps. Et je rebondissais aussi sur
le design d'interface, parce que vous disiez que effectivement c'est très compliqué. Enfin, dans vos deux témoignages, il y avait en fait comment ça suffit pas de mettre à disposition. Il y a des gens qui vont devoir se confronter dans la journée de travail où ils ont une grosse charge cognitive à comment j'installe et je découvre finalement un nouveau métier que j'ai jamais fait. Et donc il faut penser aussi, et ça c'est peut-être ce qui manque beaucoup dans nos écosystèmes actuellement, c'est à faire du design d'expérience de façon très globale et le dernier kilomètre, c'est toujours le plus compliqué en logistique, mais en formation aussi. Donc il faut vraiment aller au bout du bout pour avoir un système de formation qui soit efficace. Baptiste, pour réagir? Oui, juste quelque chose que j'aimerais compléter, là je viens d'y penser à l'instant, qui va en rebond de ce que vous disiez, par rapport aux hybridations des formats de formation et le design et tous ces éléments-là, pour éviter le taux de décrochage et tout. Je pense qu'il y a aussi une logique peut-être à avoir d'adaptabilité de la formation et de son format et de son momentum aussi en fonction des différentes filières agricoles. Parce qu'en fait, les contraintes, par exemple, d'un éleveur, c'est pas les mêmes que celui qui est en production végétale. Alors, et par exemple, chez ceux qui sont en production végétale, peut-être ils ont des moments un peu plus calmes de l'année, même si je pense que c'est un mythe de penser ça, parce qu'ils bossent tout le temps aussi. Mais il y a une adaptabilité au temps qui n'est pas le même, en fait. Et je pense qu'il peut y avoir une inégalité aussi d'accès à la formation. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 20% des agriculteurs qui se forment aujourd'hui, outre le coût aussi, à mon avis, mais d'autres aspects comme ça, où il y a peut-être une adaptabilité aussi du format de formation, la façon dont on l'architecture, dont on organise les échanges en fonction des différentes filières ou différents métiers des agriculteurs. Peut-être, enfin, c'est une idée qui m'évoque là, spontanément. Il y a une spécificité aussi, c'est que c'est du vivant. Donc, par exemple, sur la taille de la vigne, vous êtes formé à la taille. Vous pouvez vous former à la taille de la vigne. Alors, dans notre région, c'est février, janvier, février. En Champagne, c'est plus en mars, par exemple. Et donc, comment je fais tout au long de l'année pour me former, sachant que les cycles, en fait, ne sont pas les bons. C'est là où la simulation aussi prend son intérêt. Alors, juste, on continue sur les freins. Cédric, on parle évidemment de toute la partie saisonnalité, de la partie confiance, mais il y a aussi la partie confiance au matériel, en tout cas pour la robotique, qu'il faut que l'agriculteur puisse s'emparer d'une machine sur laquelle il va investir et sur laquelle il peut avoir confiance aussi. Oui, totalement. Alors, merci pour les présentations, c'est super intéressant, notamment là, ce dispositif et l'accompagnement, 1 jour et demi, globalement, pour réussir à déployer une sonde capacitive. Derrière, quand on projette sur un système robotique qui est certainement plus complexe en général, ça pose de suite en fait les problématiques de déploiement de ce type de nouvelles technologies sur le terrain. Dans les diagnostics qu'on a fait ces derniers mois, aujourd'hui, il y a 3 grands piliers effectivement qui ressortent sur les freins à l'adoption. C'est pas tant l'enjeu financier aujourd'hui que la prise de risque. C'est-à-dire, quand on compare l'investissement initial par rapport à la perte d'exploitation potentielle, par rapport au fait que ça risque de pas marcher, par rapport au fait que c'est de l'innovation, c'est cette balance finalement risque-bénéfice qui ne joue pas encore en faveur des nouvelles technologies. Le deuxième sujet, la formation, très clairement aujourd'hui. Pour déployer des nouvelles technologies, on doit un minimum comprendre ce que ça implique sur la ferme, mais également être bien entouré, avoir des conseillers agricoles, avoir un écosystème de proximité qui sait de quoi on parle et qui est en capacité d'aider à se projeter. Comment est-ce qu'on va intégrer ces nouvelles technologies dans la ferme? Quel impact ça va avoir sur le système cultural? Qu'est-ce que je veux faire de ces technologies? Avoir une sonde, c'est bien, mais si derrière, je n'améliore pas globalement mon cycle d'irrigation, mes tours d'eau, etc., finalement, je ne vais pas l'utiliser. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on accompagne ce sujet-là? Et le troisième pilier qu'on a identifié, c'est la confiance. Comment est-ce que globalement, on s'assure qu'un agriculteur, face à une offre de nouvelles technologies, high-tech, low-tech, tout ce qu'on veut, enfin, voilà, une offre de nouvelles technologies, est en capacité d'avoir confiance à la fois dans les acteurs qui lui proposent ça, et on a eu le cas de figure dans la robotique en Occitanie avec Nayo, qui a eu des difficultés l'année dernière. Globalement, quand on est face à un robot, est-ce que ce constructeur que j'ai face à moi qui me vend une promesse sera encore là dans 3 ans? J'achète un robot, je veux investir sur 5, 7, 8 ans, je vais transformer mon système cultural. Qu'est-ce qui se passe si dans 2 ans c'est une brique? Parce que globalement,
l'acteur n'est plus là ou parce que la technologie est obsolète, etc. Donc cette problématique de la confiance, elle est fondamentale pour qu'effectivement on puisse se projeter sur le temps long. Et lorsqu'on parle robotique, c'est clairement une projection sur le temps long. On a besoin de repenser l'organisation de la ferme autour du robot. Sinon, si on intègre un robot en remplacement finalement de ce que faisait le tracteur, on risque, enfin, il y a de fortes probabilités que l'on échoue, parce que le robot n'est pas là pour remplacer ce qu'on faisait avant avec un truc qu'il fait tout seul. C'est pour faire différemment et essayer de faire mieux. Voilà. Alors, un robot, ça coûte cher. Ça dépend desquels. Je vous dis ça parce que je me demandais dans quelle mesure l'expérience do-it-yourself de la sonde, est-ce qu'on peut imaginer demain accompagner les agriculteurs à créer leur propre robot? C'est une question avec énormément de ramifications. Donc si j'avais 5 heures pour répondre, non, plus sérieusement, l'appropriation de la technologie par l'agriculteur est fondamentale. Un maraîcher, c'est quelqu'un qui bidouille, c'est quelqu'un qui a besoin d'adapter l'outil qu'il a à sa disposition à son exploitation, à sa réalité. Et donc, effectivement, là, il y a plusieurs projets qui existent, notamment il y a un projet qui s'appelle GORT, qui travaille sur les facteurs d'adoption et notamment cette appropriation de la technologie par l'agriculteur. Comment est-ce que globalement, même quand c'est du high-tech, on met en capacité l'agriculteur de pouvoir adapter l'équipement à son besoin, bricoler dessus, le transformer, faire en sorte que ça devienne son outil. Les nouvelles technologies, quand on parle de confiance, il y a vraiment cet enjeu-là. Globalement, on doit ramener ça à un outil, au service d'un projet pour l'agriculteur. Si on n'est pas en capacité de faire ça, effectivement, il y aura toujours une défiance et on percevra la nouvelle technologie comme une espèce de mythe, une menace. Ça va remplacer le travail de l'agriculteur. Voilà, il y a plein de croyances en fait qui sont associées à ça. Alors que c'est avant tout un outil, certes intelligent, mais c'est un outil. Et donc tout ce qui va être adaptation, prise en main, utilisation, la formation, quelque part, doit être en capacité de bien illustrer ça, de bien l'accompagner, si on veut que des technologies comme la robotique soient adoptées en masse. Donc ça c'est un enjeu assez important. Il y a des limites, notamment lorsqu'on parle de robots. Souvent, il y a des robots qui sont en capacité de faire à la place d'eux, des robots dits autonomes. Cela, quelque part, si le robot provoque un accident alors qu'il est en mode autonome, quelque part, c'est la personne qui l'a construit qui est responsable de cet accident de prime abord. Ce n'est plus l'agriculteur. Donc, dans la mesure où l'agriculteur va commencer à rentrer dans un petit peu trop de modifications, là, il y a une problématique de responsabilité. Donc, c'est pour ça que sur les nouvelles technologies, notamment les technologies qui ont la capacité de travailler toutes seules, il y a une partie qui doit être à la main de l'agriculteur et il y a une partie qui doit être de la responsabilité du constructeur pour s'assurer que tout se passe bien, y compris en cas d'incident. Question pas simple. Baptiste, pour réagir, et puis après Anne. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a deux axes importants. Alors déjà, tout d'abord, moi, comme un idiot, j'ai dit c'est le prix, c'est le coût. En fait, ce regard-là, je l'ai parce que quand on investit dans des boîtes de l'agritech et certaines plantes, 9 sur 10 en gros, donc c'est quand même un gros taux d'échec. En fait, chaque fois, ils nous disent ah oui, c'est le prix d'adoption aux agriculteurs et tout ça. Non, mais c'est vrai, mais en fait, vous avez raison. Le sujet, c'est pas le prix, c'est le sujet du retour sur investissement. Ça, c'est clair. Et il peut être financier, mais il peut être aussi extra-financier, d'ailleurs. De l'économie d'eau, meilleur aménagement de son territoire et du coup, amélioration de la biodiversité. L'effet collatéral, c'est la pollinisation, etc. Aujourd'hui, qui est un enjeu. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut changer de paradigme sur la notion du ROI, enfin du retour sur investissement, qui est important, qu'il faut plutôt mettre en avant de je paye 10 000 euros, ben, qu'est-ce que ça me rapporte, plutôt que je paye 10 000 euros et puis je ne sais pas quoi. Et le sujet de la confiance, je pense que c'est vrai, mais dans toutes les innovations, dans tous les sujets, s'il n'y a pas confiance, il y a un peu de défiance et il faut, voilà, je pense que la formation, c'est un vrai axe qui peut améliorer la confiance. C'est la même chose aujourd'hui dans nos quotidiens, l'intelligence artificielle, on est partagé entre eux, ça nous effraie, à la fois pour des sujets de souveraineté numérique, de sécurité de nos données, etc. Et en même temps, c'est une opportunité incroyable. Et donc, il faut réussir à créer cette confiance, à la sécuriser, à mettre les bons niveaux de gestion de notre sécurité autour de ça.
pour en fait construire un modèle d'innovation qui soit robuste, qui soit utile, qui soit rentable économiquement, mais aussi socialement, écologiquement. Enfin voilà, les choses ne se regardent pas d'ailleurs de façon totalement binaire sur le compte de résultats. C'est juste le point que je voulais rajouter. Okay. Cédric ? Ouais, on observe aujourd'hui que le ressort de l'adoption de la confiance passe aussi par la capacité de voir les voisins faire et la prescription et la capacité en fait globalement à avoir sur le territoire des exemples de pairs qui ont adopté ces technologies. Quand on parle de confiance, on ne veut absolument pas dire lavage de cerveau. Hein. Enfin, c'est aussi un point super important et notamment dans l'offre de formation que l'on déploie, il faut systématiquement penser la formation initiale, la formation continue, mais également l'expérimentation sur le terrain et la capacité à projeter des usages, que chacun puisse voir en fait la robotique et surtout qu'on travaille en transparence. Ça, c'est un point fondamental que l'on essaye d'avoir dans le cadre de Robagrill et du Grand Défi, c'est un observatoire associé à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on met sur la place publique les effets positifs et les effets négatifs. On développe des technologies, la technologie reste un moyen. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le projet. Donc le projet, c'est qu'est-ce qu'on veut transformer dans l'agriculture française pour qu'elle devienne plus durable. La technologie est un moyen qui permet d'y arriver et elle doit être cadrée, accompagnée et c'est un enjeu clé pour développer à la fois la confiance de l'agriculteur mais également le regard de la société civile et puis de l'ensemble en fait, de la société sur le monde agricole et les technologies qui sont déployées. Donc là, l'enjeu de confiance, en fait, il va tirer très très loin des conséquences sur ce qu'on doit mettre en place globalement pour accompagner le déploiement de ces technologies. Alors Anne Le Gallic, du coup, est-ce qu'on peut imaginer former les agriculteurs à créer leurs propres robots avec toutes les limites que ça peut poser ? Alors, leur robot, ça dépend lequel. Je vais juste me prononcer sur un autre projet en fait, qu'on a au sein de l'Open Lab Maraîchage, qui est l'automatisation des ouvertures de serres. En fait, dans les serres, il est très difficile de gérer le climat et souvent, voilà, de devoir les ouvrir, les fermer à la main, ou même quand on est à distance sur le marché, que la température a augmenté. Il faut pouvoir les ouvrir à distance. Donc ça, c'est un deuxième projet qu'on travaille au sein de l'Open Lab, c'est d'automatiser ces ouvertures. Et donc pour ce projet-là, donc je l'ai relancé, on va dire, en fin d'année dernière, en collaboration avec le BTS électrotechnique du lycée Déodat à Toulouse et l'EPLEFPA à Hauzeville. Donc là, c'est encore des partenariats. Il y a 2 projets étudiants qui sont lancés là, sur 2025-2026. Donc des projets étudiants qui vont mettre en place des prototypes de robots d'ouverture latérale et d'ouverture des pignons. Voilà. Donc, et là aussi, il y a une question de sécurité, notamment par rapport aux pignons, puisque c'est une zone où on peut circuler. Donc voilà, ils vont étudier cette question-là de fabriquer soi-même son propre robot d'ouverture des serres. Voilà, pour les autres, très bien. Je ne me prononce pas. Alors, on va s'arrêter là, parce que je voudrais prendre 5 minutes peut-être de questions-réponses et de réactions avec la salle, pour être bien dans le timing. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport au témoignage ou à une question à poser ? C'est toujours très impressionnant au départ. Alors, est-ce que quelqu'un se lance ? Non, ils sont... Sinon, j'en profite pour rajouter quelque chose. Donc, il y avait 2 choses qui me paraissaient importantes dans ce projet depuis que je l'ai découvert et que je me suis investie dedans. La première chose, c'est l'accompagnement des agriculteurs sur le long terme. Le projet vise à les rendre autonomes sur l'utilisation de cet outil, mais avant ça, ils ont besoin quand même d'être accompagnés pour bien se l'approprier. Et ce qui suppose que je sois en capacité de bien les accompagner, dans mon cas. Donc l'importance de me former moi aussi, autant à l'animation de groupe, parce que c'est pas inné, et à la formation. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Former les agriculteurs, c'est aussi former les formateurs. C'est important. Anne-Sophie, j'imagine que vous travaillez beaucoup aussi là-dessus, puisque, évidemment, s'il n'y a pas de... Oui, en fait, il y a toujours 2 axes dans la formation. Alors, en anglais, ils disent le TTT, Train the Trainers, et c'est extrêmement important, effectivement, surtout dans des environnements aussi difficiles en termes de charge cognitive et de bande passante du public, où il faut vraiment être dans cette logique dont vous parliez d'adaptabilité, de flexibilité.
Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a vraiment cet élan qui a été donné par France 2030. Nous, on travaille aussi sur un autre projet qui est sur l'arboriculture, qui est le projet Nectar. On a démarré un projet aussi POCTEFA, donc c'est des transfrontaliers avec l'Espagne sur la viticulture. On a un projet aussi privé sur le bien-être animal, enfin c'est pas privé d'ailleurs, mais c'est pas subventionné, c'est l'Institut français du cheval, Cadre Noir de Saumur aussi, on travaille avec eux. Donc vraiment, il y a un élan, une prise de conscience qu'il va falloir accompagner les agriculteurs parce que les défis, ils ne sont pas que pour les agriculteurs, ils sont aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on va manger demain? C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, effectivement, le défi est immense quelque part. Exactement, et c'est pour ça qu'une société comme la mienne, qui est encore jeune, nous, à chaque fois qu'on travaille sur des projets comme FAN, il faut savoir qu'il y a une partie qui est subventionnée, il y a une autre qui n'y est pas, donc on est sur nos fonds propres. Et donc c'est un vrai effort, c'est un vrai choix pour un dirigeant de le faire, parce que pour nous, c'est important. Voilà. Alors, on avait une question de monsieur. Alors, prenez le micro, allez-y. Il faut appuyer. Oui, ça marche. Allez-y. Henri de Richecourt, donc je développe une plateforme de partage de connaissances qui s'appelle Triple Performance pour les agriculteurs précisément. Donc ces questions d'appropriation, c'est vraiment un sujet qui nous tient à corps et en fait c'est la logique ou la raison pour laquelle on a développé Triple Performance. Et alors je profite de ce que M. Casaubon est ici. Souvent dans ces questions d'accompagnement et de transmission, on a des projets qui sont financés, donc qui vont permettre le financement d'un outil, d'une innovation. Et finalement, il n'y a pas tellement de moyens derrière pour financer l'accompagnement ou la vie du projet. Donc on finance le début et on ne finance pas la continuité. C'est vrai dans la formation, c'est vrai sur beaucoup de projets, et ça c'est peut-être un aspect dans lequel il faudrait réfléchir à une réorganisation, réallocation des moyens, de manière à ce que toute cette question d'accompagnement, qui vient d'être beaucoup commentée, puisse aussi faire l'objet de financement, de manière à ce qu'on puisse inscrire les choses dans la durée. Baptiste, peut-être pour réagir. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec Henri. En fait, l'accompagnement, c'est un truc qui est essentiel. Je prends juste un exemple, nous, au niveau du fonds de la résilience alimentaire des territoires. Ce que pratiquait un peu le secteur classique, c'est y mesurer l'impact au début de l'investissement et à la sortie. En fait, on ne s'intéressait pas à ce qui se passait au milieu. En fait, nous, on a travaillé avec des partenaires, à la fois pour intégrer la formation des entrepreneurs, l'accompagnement au changement de pratiques agricoles, en se disant que si en fait on suit sur la durée et de façon régulière, et d'ailleurs ça crée ce lien de confiance, de créer de la récurrence avec les gens, en fait c'est le meilleur moyen aussi de faire transiter ou de faire évoluer les modèles. Et je pense que le point central de l'accompagnement, il est peut-être négligé parce qu'on se dit on fait un truc à la sortie ou on forme à l'entrée, on regarde à la sortie si c'est assimilé, puis après si on n'accompagne pas derrière le déploiement, en fait c'est un effet totalement neutre, ça fait un effet chasse d'eau et il n'y a aucune valeur ajoutée en fait qui sort de tout ça. Donc je suis d'accord, Henri. Enfin, je partage totalement ce que tu dis. Ouais. Cédric. Oui, j'ai pas eu le temps de parler de ce sujet, mais donc Robagri porte un programme France 2030 également qui s'appelle le Grand Défi de la robotique agricole. C'est 21 millions d'euros qui sont sur la table effectivement pour aider au déploiement de la robotique. Et donc notamment on a un projet là qui démarre qui est assez original dans son approche, c'est Agroboscope, qui vise à créer de la référence. On va réaliser des essais dans les centres d'essais et en exploitation agricole, et puis partager le résultat à l'ensemble du monde agricole. Ça, aujourd'hui, le projet, et je pense que c'est une spécificité de la plupart des projets France 2030, intègre dans sa construction une réflexion sur le modèle économique qui permet d'aller au-delà du projet. C'est-à-dire que désormais, en tout cas dans les projets de l'écosystème, la France 2030, que je connais, systématiquement, on nous demande de penser dans le cadre du projet, la manière dont les infrastructures qu'on développe vont pouvoir se projeter au-delà du projet, de manière à ce qu'il y ait un modèle économique et une réalité derrière qui puisse faire en sorte qu'effectivement l'initiative perdure. Et ça, c'est fondamental, mais c'est à mon sens de la responsabilité des porteurs de projets
d'intégrer ça dans la construction du projet, parce qu'autrement, effectivement, ça revient à dire je bénéficie d'une aide de l'État pendant 4 ans pour faire quelque chose. Dans certains cas, c'est très bien, hein, mais effectivement, quand on a l'ambition de se projeter sur une transformation du système agricole, on ne peut pas se permettre de faire ça. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'arrêter là et de poursuivre au moment de la pause café, puisqu'on va faire une pause. Et on va se retrouver à 11h10 pour la suite de ces plénières. Merci à vous 4 pour vos témoignages et vos explications. Voilà, rendez-vous à 11h10. Je ferai sonner la cloche. À tout de suite.